Du coup, Didier, dans la continuité de notre première vidéo, est-ce que tu pourrais, toi, exprimer un petit peu la distinction que tu fais entre trois verbes, être, faire et avoir, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on constate qu'il y a une vraie confusion dans l'esprit des gens entre ces trois verbes qui sont pourtant bien différents. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une clé, surtout pour des jeunes qui cherchent leur orientation professionnelle, parce qu'ils s'orientent par rapport à des images, par rapport à des représentations sociales, et on dit je suis médecin, je suis avocat, je suis ceci, je suis cela. Et c'est une erreur parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas avocat. On fait la profession de médecin, on est quelqu'un et on fait quelque chose. Et ceux qui font cette confusion, le jour où ils perdent leur emploi, le jour où ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit, ou le jour où ils perdent ce qu'ils possèdent, parce qu'il y en a qui font la confusion entre avoir et être. C'est vraiment une clé pour pouvoir s'orienter. Faire pour être, c'est une illusion. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose pour paraître, mais pas pour être. Parce que je suis ce que je suis et je fais quelque chose. Mais je ne peux pas faire quelque chose pour être quelqu'un. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je suis ce que je suis avec ma force, mes convictions, et je fais quelque chose. C'est comme ça qu'il y a de très bons médecins qui sont faits pour ça, qui ont une certaine dimension de l'âme qui leur amène à être altruistes et qui vont faire un métier de soins. Et puis il y a ceux qui ont choisi cette profession parce que ça fait partie d'un certain niveau social et ainsi de suite, et qui font médecine. Ceux-là, on les voit très vite, et vous-même, de par vos expériences, vous verrez. Et c'est dans tous les métiers pareil. Voilà. C'est pareil pour l'enseignement, c'est pareil pour les avocats, les juges, tout ce qu'on voudra. Et puis après, il y a ceux qui possèdent quelque chose pour être. C'est-à-dire qu'ils ont la belle voiture, la belle maison, le beau machin, le truc. J'en ai vu beaucoup dans l'entreprise qui se sont vraiment vautrés dans la vie à cause de ça. Et en fin de compte, ils ne sont pas. Ils paraissent, voire même ils friment. C'est-à-dire qu'ils vont bien au-delà de ce qu'ils pourraient se payer, mais pour être quelqu'un. Et ça, c'est une erreur totale. Donc, je ne peux pas ni faire, ni avoir pour être. Je suis ce que je suis. Et je fais un métier parce qu'il faut en faire un, mais si je le fais dans l'axe de ce que je suis, de ce pourquoi je suis fait, bingo. Par contre, il n'y a pas de confusion possible entre avoir et faire. Parce que ça, c'est psychologiquement, c'est bon. Dans la mesure où je fais un métier pour avoir des revenus, ce qui est normal, et j'ai des revenus pour m'acheter une maison ou pour faire un voyage. Donc ça, il n'y a pas de confusion. La confusion est dans l'être. Si je fais ou j'ai quelque chose pour être, c'est faux. C'est de la frime, c'est pas bon. Voilà. Et ça, si on s'oriente dans la vie, non pas par rapport à ce que je suis, mais par rapport à ce que je fais et ce que je possède pour être, on se trompe. Oui, parce que là, finalement, si je comprends bien, l'avoir ou le faire peut venir compenser un non-être. C'est-à-dire que quand... C'est souvent le cas. Ouais, c'est ça. Comme tu disais, faire pour être, c'est une illusion. Avoir pour être, très souvent, c'est de la frime. On met l'accent sur une chose, c'est que être, ce sont les vertus. C'est-à-dire, c'est le courage, c'est la bonté, c'est tout un tas de choses comme ça qui viennent de toi. Ça vient de toi. Et il n'y a que l'être. C'est quand tu travailles ça. Effectivement, c'est quelque chose que tu soulignes de très intéressant, puisque je crois également qu'il y a parfois une confusion entre les valeurs et les vertus. Ah oui. Est-ce que tu pourrais, toi, du coup, expliquer de façon assez brève et synthétique ce qu'est une vertu, finalement? Une vertu, ça vient de viril, ça vient de puissance. Pas viril en termes de masculinité, mais en termes de force. C'est la force personnelle, c'est la force de ton être. C'est-à-dire que tu peux être courageux, tu peux être... alors je les ai tous marqués à peu près sur ce bouquin. Ce sont des choses, la bonté par exemple, c'est l'altruisme, ce sont des choses qui se travaillent, c'est pas donné. Et puis je crois que c'était effectivement à l'époque de l'Antiquité où déjà les Grecs parlaient beaucoup des vertus et ils distinguaient les vertus comme la force intérieure, la puissance intérieure, et qui se situent toujours dans le juste milieu. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, Socrate, ça. Ouais, tout à fait, tu parles de courage. Le courage, c'est toujours le juste milieu finalement entre la témérité et la lâcheté, par exemple. Exactement. La tempérance entre l'abondance et peut-être finalement l'ascèse. Donc c'est vraiment ce juste milieu qui est parfois difficile à trouver, mais qui demande aussi un effort. Ça s'appelle la sagesse. Ça s'appelle la sagesse.
C'est toujours pareil, c'est trouver le juste milieu des choses, parce que trop de quelque chose, ou pas assez de quelque chose, ça marche pas. C'est-à-dire que le but de la sagesse, c'est d'être au milieu du chemin, c'est-à-dire le chemin du milieu. C'est Bouddha qui disait ça, hein, c'est le milieu. Mais le Christ aussi, tous ils l'ont dit. C'est être le plus équilibré possible à l'intérieur pour avoir une ligne de force qui amène à impacter l'environnement. Voilà. Et ce sont toutes ces vertus qui font que tu es quelqu'un qu'on a envie de suivre ou pas. Mais les valeurs, ce sont des choses sur lesquelles on peut se battre pour vivre ensemble. Ce sont des règles, ce sont de la démocratie, c'est tout un tas de choses comme ça. Mais ce n'est pas toi, ça dépend pas de toi. Avoir du courage pour faire triompher la démocratie, ça dépend de toi. Mais c'est le courage qui dépend de toi, c'est pas la démocratie. Donc finalement, ce sont les vertus au service des valeurs. Exactement, exactement. Et au service de ta vie à toi, de ton abnégation personnelle, de ta rigueur, de tout ce que tu mets en place avec conviction, parce que tu penses que ce sont des qualités personnelles, intrinsèques, qui te permettent d'avancer dans la vie, quoi. Les valeurs, c'est du reste ça change. Alors, regarde, il y a eu la mondialisation, c'est une valeur. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, et à mon avis, ça sera pas permanent. Donc, ce sont des choses qui ne font que passer. Tandis que les vertus, c'est permanent. Et qu'est-ce que toi, du coup, tu proposerais? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être, comment dirais-je, on est quand même très tourné vers l'extérieur. On est très dans le divertissement, et quand on prend l'étymologie de divertissement, se divertir, divertir, c'est vraiment être tourné vers l'extérieur. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens pour, finalement, développer leur compréhension de soi ou de l'être, et donc de ses propres vertus et de ce qui nous permet d'être alignés en phase avec nous-mêmes? Le problème de la base de tout ça, c'est la peur. Parce que on se rend compte d'une chose, c'est que on est dans une société très très bruyante. Il faut que les gens aient un bruit de fond, une musique de fond. Le silence fait peur. Pourquoi? Parce que ça te renvoie à toi-même. Et cette introspection, quand on ne l'a pas apprise, eh bien, elle fait peur. Donc les gens, pour ne pas se confronter à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers l'extérieur. Alors ils s'occupent, ils font du sport, ils dépensent du fric, ils bringuent, tout ce que tu voudras. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de mal à revenir vers eux-mêmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bringuer de temps en temps, il n'y a pas de souci. À condition que tu saches aussi t'arrêter pendant 3/4 d'heure, ou même 5 minutes, hein, le matin. Parce que le soir, quand tu commences à méditer, tu t'endors. Le matin, quand tu médites, tu ne t'endors pas. Et là, tu t'imposes un silence extérieur qui t'amène à un silence intérieur. Le petit mental qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Ouais, finalement, ça rejoint un petit peu ce que tu exprimes dans ton livre quand tu parles de Don, donc ce personnage qui finalement que rencontre Elliot et qui va l'aider finalement à comprendre certaines clés de sa vie, et qui lui dit: je m'en vais quelques instants, j'ai rendez-vous avec moi-même. Exactement. Donc c'est retourner dans le silence intérieur, finalement, ce qui n'est pas toujours facile, effectivement, aujourd'hui aussi, c'est vrai. Chacun fait son temple, en fin de compte. Chacun a un endroit, on vit à plusieurs, chacun a son endroit. Cet endroit-là, quand tu as fini ta journée, tu as rencontré plein de merde, tu as rencontré plein de choses bien, tu fais le point. Et tu te nettoies. Comme si tu prenais une douche. Tu te nettoies le corps, mais c'est pareil. Là, tu te nettoies l'ego, la psyché qui a ramassé des petits trucs, des contrariétés, des colères, des machins, des trucs. Tu nettoies. Tu en tires la substantifique moelle, s'il y a substantifique moelle, et puis tu vas te coucher apaisé. Alors, là, on a du coup évoqué pas mal de choses. J'aimerais terminer cette vidéo par une dernière question où je vais revenir sur le thème principal de cette vidéo, à savoir la distinction entre l'être, le faire et l'avoir. Finalement, c'est quoi le risque? Quelles sont les conséquences quand on passe sa vie à penser qu'on va faire pour être ou que l'on va posséder pour être? Pour moi, la plus grande difficulté, c'est de passer toute sa vie à côté de sa vie. C'est-à-dire que si tu as mal, soit tu trouves ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es là, qui donne du sens à ta vie, et que tu le développes. Et là, à ce moment-là, c'est une vie passionnante, où tu rentres le soir, t'es épuisé, mais il te tarde le lendemain matin pour redémarrer.
ou tu passes ta vie à vouloir paraître quelque chose que tu n'es pas, tu t'emmerdes, tu souffres, parce que tu souffres, tu vas te dégager de pas mal de petites maladies comme ça, et ainsi de suite, parce que tu es à côté de toi. Tu n'es pas fait pour ça, tu es fait pour autre chose. Mais comme tu penses que faire ça, ça te permettrait d'être, tu le fais, mais ça ne te permet pas d'être. C'est ça le problème. Et les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui embrassent des carrières, des très belles carrières, et puis qui toute leur vie sont à côté d'eux-mêmes. Alors, on le reconnaît quand quelqu'un a trouvé son bon chemin. C'est qu'à 45 ans, à peu près, dans les entreprises par exemple, ils rentrent en pleine puissance. C'est là où les gens accèdent à des niveaux de responsabilité très importantes, ou dans leur art de guérir, d'enseigner, ou je ne sais quoi, ils sont en pleine puissance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris le chemin qui leur convenait, ils ont accumulé de la puissance, et là ils l'expriment. Bon. Et puis il y en a qui se rendent compte qu'à 45 ans, ils sont chefs de je sais pas quoi, ils ont je sais pas quoi, mais ils s'emmerdent, et là, il y a une rupture. Ça s'appelle la crise du milieu de vie. Et là, ils cassent tout, et ils vont vers des choses, comme ils n'ont pas compris, et ils vont acheter un bateau pour faire le tour du monde, ils vont faire une maison d'hôte, mais ils n'ont jamais fait un café à qui que ce soit, donc ça va être compliqué, ils vont se tromper. Voilà. Et ça, c'est classique. Et après, il y en a qui commencent à vivre à leur retraite. Ça fait un peu tard. Il y en a quand même beaucoup plus derrière que devant. C'est dommage. Donc, voilà. Et c'est quand on a fait cette confusion, entre autres, que l'on se trompe de chemin. Entre autres, parce qu'il y a d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment... et puis, c'est familial, c'est culturel. Moi, j'ai vu des gens, dans les grosses boîtes avec qui je travaillais, qui étaient des ingénieurs, parce que le père était ingénieur, et qui était dans la même boîte. Et qu'il fallait rentrer dans cette boîte pour finir. Des mecs qui avaient 300 gars sous leurs ordres, ils n'en pouvaient plus. C'était pas leur chemin. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se promène dans la rue, elle a 2 enfants, et 2 garçons, et puis elle se promène, et puis il y a un monsieur qui les connaît, mais ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Et bonjour madame, comment allez-vous, tout ça, et comment vont les petits? Et la maman répond, le médecin, il va bien, et l'avocat, il va parfaitement bien. C'est une personne qui avait déjà choisi le chemin de vie de leurs enfants. Et c'est tous les parents qui font ça. Parce qu'ils veulent le bien de leurs enfants, mais avec leurs critères à eux. Et avec ces confusions d'être fait rien à voir. Et ça me fait vraiment penser aussi à quelque chose que tu évoques toujours dans ton livre, dans tes livres. Tu sais, c'est pas une citation, mais ce petit paragraphe qui dit qu'il y a certaines personnes qui, quand ils travaillent, attendent toute leur vie les vacances. Ah oui. Et puis, enfin, du moins la semaine, ils attendent le week-end avec impatience. Oui, et quand ils reprennent d'attendre les vacances. C'est comment il s'appelle? C'est Comte-Sponville qui disait ça. Tout à fait. Je vais te la lire. La retraite pour commencer. Parce que je l'ai. Combien de gens disent le matin vivement ce soir qu'on se couche, toute l'année ils disent vivement les vacances, toute la vie ils disent vivement la retraite, l'essentiel de leur vie c'est passé à attendre autre chose, et la dernière partie à regretter ce qu'ils n'ont pas vécu. Et j'aime bien une autre petite citation que je pose, qui est, je dirais, la clé de tout ça. Un jour, un jeune homme vient voir Jean Genot et lui dit « Nous les jeunes, nous voulons notre place au soleil ». « C'est normal, répondit Jean Genot. Alors, au lieu de chercher une place, faites donc du soleil. » Merci beaucoup, Hugo. Voilà, c'est une clé. Super. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo où on continuera ce petit cheminement. Voilà.